sur cet ordinateur. Bien, très bien. Alors, bienvenue à notre webinaire sur cette grande question, quels sont les leviers du développement de l'intelligence émotionnelle? Donc, c'est une recherche que nous avons menée cette année avec notamment Tania qui est là, voilà, avec l'université en Allemagne. Et donc, nous avons plaisir aujourd'hui de partager ces résultats. Donc, du coup, juste en amont, peut-être deux, trois mots, qui nous sommes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent et on vous connaît, mais il y a peut-être aussi certains ici qui nous connaissent moins. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, c'est Lisa Bellinghausen, Anna Komkova, et nous avons ensemble fondé l'école de l'émotion et de l'intelligence émotionnelle. Pour des personnes qui nous connaissent peut-être encore, pas encore, ou un peu moins. Donc, Kalia Emotion Institute, c'est une école de l'émotion et de l'intelligence émotionnelle. Et notre vocation, c'est apporter les clés de lecture des émotions, développer l'intelligence émotionnelle de tous les âges et de tous les publics. Comme vous voyez, nous, on accompagne les particuliers, que ce soit les adultes ou les adolescents dans des coachings ou des accompagnements centrés émotion. On propose également des formations pour les entreprises, pour les équipes, les managers, les dirigeants, pour les collaborateurs, vraiment, y compris des démarches qui vont couvrir tous les strates de l'entreprise. Et bien sûr, quelque chose qui nous tient à cœur et qui s'inscrit aussi, et ce webinaire s'inscrit dans cette partie-là, c'est aussi s'occuper des professionnels de l'accompagnement et les professionnaliser dans les questions des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Donc, et vraiment, notre vocation, à travers tous ces éléments-là et tous ces domaines et activités, c'est contribuer à l'épanouissement de notre société, de des gens, Des des hommes et des femmes collectifs. et autres autour de nous, des collectifs, parce que pour nous aussi, l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du succès, de réussir sa vie. Et puis encore, last but not least, c'est que on a aussi dans notre ADN toujours une question de recherche. Et pas uniquement parce que Lisa, ici présente, est docteur en psychologie, mais parce qu'on sait aussi que c'est en restant éveillé, en restant dans cette curiosité des connaissances, qu'on va les cumuler, Mhm. qu'on va les retransformer et pouvoir les transmettre. Donc aujourd'hui, c'est aussi le temps de partage autour de cet axe de notre école, de Kalia Emotion Institute, autour de la recherche. Et je redonne la parole à Lisa. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ravis de partager ces résultats avec vous. On a une autre recherche aussi. Donc, on se dit déjà, ce sera peut-être d'ici 3 mois ou peut-être, voilà, le cadeau de janvier qu'on vous fera, cadeau de Noël réalisé en janvier sur une autre recherche. Alors, recherche. Si juste on rappelle avec quel modèle de l'intelligence émotionnelle nous naviguons, parce qu'il y a différents modèles. Vous connaissez certains, peut-être. Il y a une approche plutôt mixte qui fait référence à l'intelligence émotionnelle plutôt comme un trait de personnalité. Donc, c'est toute l'approche autour de Goldman et du EQI. Nous, on ne s'inscrit pas dans cette approche-là. Nous, on s'inscrit dans une approche développée par Mayer et Salovey, 1990-1999, à l'université de Yale. Et donc, cette approche propose une définition de l'intelligence émotionnelle comme un ensemble de compétences qui permettent d'identifier, de comprendre et de réguler les émotions pour qu'elles deviennent des ressources au service de la réussite de notre vie. Et donc, nous, on a travaillé avec Christophe Haag de l'EM Lyon plusieurs années pour créer un modèle. Et c'est ce modèle-là que nous promuons aujourd'hui avec Anna dans nos formations et accompagnements. Donc, ce que je vais vous partager autour de la recherche, nous sommes partis de ce modèle-là et je pense que c'est important de le savoir parce que je ne pourrai pas généraliser nos résultats à d'autres modèles de l'intelligence émotionnelle. Ça marche? Donc, Petite précaution. Donc, il y a quelques personnes qui sont arrivées juste là. Donc, voilà, on s'est lancé, on a commencé. voilà. Et on leur Euh, souhaite la Bienvenue. bienvenue. Voilà. Donc, du coup, je vous présente rapidement un peu dans quel contexte, du coup, nous nous sommes interrogés et nous avons mené notre recherche. Déjà,
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans les recherches actuelles? Et là, c'est un peu tout modèle confondu, j'ai envie de dire. Quand aujourd'hui on a des modèles d'intelligence émotionnelle, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a des liens entre l'intelligence émotionnelle et des bienfaits au niveau individuel. Et donc, il y a beaucoup de méthodes finalement dans la recherche où on fait soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement collectif. On mesure avant le bien-être, la qualité de vie de la personne, la satisfaction dans la vie, sa capacité à rentrer en gratitude avec les autres, parce qu'on sait c'est une émotion qui témoigne d'une qualité de lien relationnel particulière. La gestion du stress, on a des variables d'équilibre vie pro-perso, des variables aussi dépression, burn-out, anxiété. Et on essaye de voir si la formation ou l'accompagnement individuel qu'on a proposé permettent de booster toutes les variables de santé et de bien-être et de prévenir quelque part les variables de dépression, burn-out ou anxiété. Et donc aujourd'hui, ici, on a des résultats robustes au travers les modèles. Donc il y a un vrai consensus aujourd'hui qui se dégage autour de cette idée que l'intelligence émotionnelle est un vrai facteur de bien-être individuel et aussi collectif, un petit peu, on commence à le voir, et aussi un vrai facteur de qualité de lien. Il y a des études autour de la performance, encore une fois individuelle, hein, tout ce qui est prise de décision, créativité, etc. Et là aussi, on voit des liens. Donc, la recherche actuelle, elle s'intéresse surtout à ça. Donc, il y a évidemment, du coup, des zones un peu qui méritent d'être peut-être élucidées et davantage investiguées. Et donc, nous, ce qu'on a cherché à faire, évidemment, c'est du coup d'aller faire une recherche pour creuser cet aspect-là et donc, on s'est intéressé à des facteurs, cette fois-ci plutôt antécédents. Hein, c'est quels sont les prérequis Ok. pour réaliser un développement de l'intelligence émotionnelle en profondeur. Et du coup, nous, on s'est intéressé dans le cadre de cette recherche, ou plutôt on a trouvé vraiment qu'il y a un ensemble de facteurs externes à l'individu, un ensemble de facteurs internes qui à la fois favorisent, mais on a aussi vu au regard des résultats qu'il y a des facteurs vraiment qui sont des freins. Ou si je le formule pour nous, c'est des challenges en fait, hein, que nous, en tant qu'accompagnants avec les personnes qu'on accompagne, on a à relever. Donc ça, c'est l'état un peu actuel de la recherche, c'est cette idée, comment on peut identifier ces facteurs et surtout comment on peut peut-être agir dessus, soit en modifiant notre intervention, soit en connectant certaines ressources pour réaliser un développement de l'IE, soit en disant c'est peut-être vraiment pas le moment de le développer. Ça, c'est un aspect. Et il y en a un deuxième. Nous étions au congrès des praticiens de la thérapie centrée émotion à Bucarest cet été et en échangeant avec nos pairs et collègues, il y a une chose qui est vraiment récurrent et qui préoccupe tant les universitaires que les praticiens, c'est cette problématique et ce challenge, comment les apprentissages qu'on fait dans les séances avec nos clients, bah, comment on va pouvoir les exporter dans la vie en général. Et ça, c'est un vrai challenge, comment créer ce transfert. Hein, on se voit tous les 2 semaines ou une fois par semaine, ok, mais qui de la vie du quotidien, comment réaliser ces transferts? Et je trouvais que c'était intéressant de le rappeler ici, parce qu'on voit, quand on regarde ces différents facteurs, on a peut-être des leviers aussi à ce niveau-là pour favoriser ce transfert des apprentissages. Alors voilà un peu état actuel, le gap. Donc du coup, on a avec les collègues en Allemagne mené une étude qualitative auprès d'experts. Donc c'est un design très particulier parce que les personnes qu'on a interrogées étaient tous sélectionnées sur des critères d'expertise. Et donc vous voyez, c'est pas parce que vous jouez depuis 10 ans du piano que vous êtes un expert en piano. Vous voyez, il y a des critères qui vont bien au-delà du nombre d'années d'expérience. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de les poser. Et du coup, c'est un échantillon, j'ai envie de dire, très privilégié pour avoir ces insights sur
quelles conditions peuvent aider ce développement. Donc, on a des personnes qui sont tous des personnes, soit des scientifiques, donc qui ont des doctorats, qui font de la recherche sur l'émotion, sur l'intelligence émotionnelle, sur les accompagnements, sur l'efficacité des accompagnements, qui enseignent à des pairs. Ça aussi, c'est un critère d'expertise. C'est un moment quand un expert commence à être reconnu par les pairs, bah, il va commencer à enseigner, à superviser les pairs. Et puis, on avait encore aussi ce point qui est l'apprentissage délibéré. Donc, ce sont tous des personnes qui continuent constamment à se former, qui continuent à publier, qui écrivent, qui mènent eux-mêmes des recherches pour pouvoir participer à ce panel d'experts. Donc, du coup, vous voyez, on a eu, peut-être vous pouvez vous dire, oh, on n'a eu que 9 experts, mais pour des études d'experts, c'est un très bel échantillon. Donc voilà ce que je peux dire. Euh, c'est bon. Et on passe à... Ah, il y a une question dans le chat, je crois. Attends. Bienvenue à tous et à Non, tous. c'est moi C'est qui ai toi écrit. qui as écrit. Ah. Oui, on n'a pas dit au démarrage, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat aussi directement et comme ça, on les prend au fur et à mesure. Alors du coup, l'étude, ce qu'on a pu identifier, c'est trois grands facteurs. Et je profite ici pour remercier tout particulièrement notre étudiante Sophia, qui a travaillé cette année avec nous et qui a fait tous ces entretiens, les a enregistrés, les a reconstruits, les a codés, parce que on a fait une étude qualitative, mais avec une analyse aussi quantitative. Vous voyez, c'est nombre d'occurrences d'un thème, c'est tout un codage et elle a fait un travail faramineux et je profite pour lui remercier pour ce beau travail. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pu identifier? Donc trois grands facteurs, des facteurs internes, externes, des challenges ou freins et du coup, on va les balayer ensemble. Donc là, on va parler des facteurs internes, c'est-à-dire c'est ce qui est, j'ai envie de dire, interne à la personne, ce qui dépend ou qui est ressorti en lien avec la personne elle-même par ses propres prérequis antécédents pour se mettre et réussir le développement des compétences émotionnelles. Et du coup, pour nous praticiens, parce que c'est ça aussi, c'est la recherche pour nous, elle doit servir les praticiens. C'est très important quand vous démarrez un accompagnement en intelligence émotionnelle, plus particulièrement, c'est prendre le temps peut-être dans cette première rencontre de vérifier un peu ces différents facteurs. Et avant dis-nous, c'est quoi les facteurs, ma chère? Tu as bien raison. Alors, il y a plusieurs facteurs, on va pas tous les détailler. Je vais en parler de trois. Avec Anna, on s'est dit c'est pas mal. Donc, il y a la conscience, awareness, hein, self-awareness, la conscience de soi, de son fonctionnement émotionnel, du growth mindset, donc de cet état d'esprit de développement. Et ça a été vraiment qualifié comme un état d'esprit. Et aussi, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est le positive meta-emotion. Bah, du coup, il y a aussi le vocabulaire, mais bon. Bon, il va falloir qu'on fasse des choix, sinon on passera bien plus de temps ensemble. Alors, le côté conscience de soi, du coup, c'est un facteur qui a été vraiment, j'ai envie de dire, le plus cité, le champion, avec plein d'éléments sous-jacents. Donc, il y a déjà cette partie-là, c'est être conscient quand on ressent une émotion. Et je dis bien conscient quand on a une émotion. De mettre le mot que c'est de la joie ou peut-être de la fierté, la satisfaction ou colère ou tristesse, peur. On n'y est pas encore à cette granularité-là. D'accord? C'est déjà ici ce qu'on peut dire, un des facteurs aidants, c'est de dire, ah, quelque chose se passe en moi et je suis conscient, il y a un état émotionnel. Et ça, c'est un vrai facteur ressource hein, pour aller développer l'intelligence émotionnelle. Derrière, on peut travailler, bah tiens, comment identifier, comment faire sens, etc. Mais il y a déjà ce moment qui dit, ah, il y a une émotion, je peux y porter mon attention. Donc ça, c'est un vrai facteur facilitant pour nous et pour la personne, évidemment. Ce que je trouve aussi vraiment intéressant, euh,
cette conscience qu'on peut apprendre de l'émotion. Vous voyez, parfois on a des accompagnements, les personnes pensent que l'émotion c'est un parasite, elle a rien à leur apprendre. Et là, évidemment, on a parfois déjà bougé cette croyance avant de pouvoir enclencher un vrai développement, parce que c'est une croyance non aidante par rapport au monde émotionnel, hein. Donc il y a cet état-là aussi, cette conscience-là. Il y a quelque chose, tu voulais ajouter? Oui, bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport, parce que effectivement, ce que tu disais, et tu as commencé déjà par les réponses, du moment qu'on sait que c'est un facteur, un des facteurs déterminants du développement de l'intelligence émotionnelle, un facteur interne, en tant que coach ou accompagnant ou thérapeute, qu'est-ce qu'on en fait? Et tu as Mm, commencé à donner ce retour et de mm, réponse qu'à un moment donné, c'est important. De voir, de faire un peu une sorte de bilan où elle en est la personne. tout à fait. Quand tu dis si elle reconnaît l'émotion, est-ce qu'elle démêle les émotions, est-ce qu'elle pose la granularité dans les différents états émotionnels. Et ça, en fait, c'est autant qu'on sait que c'est un facteur prérequis, autant on sait agir sur ce facteur Mm, par les questionnements qu'on va apporter, par les outils qu'on va apporter pour mm, continuer à faire grandir en fait cette conscience de l'émotion mm, de plus en plus en détail, de plus en plus, j'ai envie de dire, au scalpel ou au laser, mm. parce que c'est aussi notre champ de bataille des accompagnants pour faire agrandir ce champ de compétences de conscience de soi émotionnelle. Entièrement. Et du coup, pour nous, ça va encore plus loin aussi parce que Leslie Greenberg, par exemple, il va parler de l'importance de cette phase d'arrivée, en fait, et de prendre vraiment ce temps de lire on en est où. Dans mon fonctionnement émotionnel, là, j'accompagne une personne. Dès qu'elle a la colère qui arrive, il y a le mépris qui se mêle et la tristesse n'est pas loin. Et en fait, dans son fonctionnement émotionnel, bah, les trois se coactivent, vous voyez, et prendre conscience de ce fonctionnement-là aussi, c'est de pouvoir agir dessus. Et donc, à nous peut-être de favoriser ces moments de conscience, de où on est, comment ça avance, et de régulièrement faire ces états de lieu. Et quand quelque chose bouge aussi, c'est reprendre conscience, tiens, mon fonctionnement, il a bougé, comment, vers où, quoi, quel est le chemin qui reste à faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été highlighté par tous les experts, vous voyez, à plusieurs reprises. Évidemment, tout ça, c'est pas possible si on n'a pas une acceptation de la vulnérabilité. Alors, je trouve que c'était aussi très intéressant que ce terme-là est revenu chez les experts. C'est OK la conscience, OK tout ça, mais si à un moment je ne peux pas accéder à ma vulnérabilité, à cet endroit-là, hein, Brené Brown en parle de manière extraordinaire. En fait, ça va être très compliqué parce que du coup, je ne vais pas non plus avoir l'authenticité et du coup, le développement risque d'être faussé. Ce qui pose une autre question, parce qu'on va le voir dans les facteurs environnementaux. Si l'environnement n'est pas sécure, comment je peux accéder à de la vulnérabilité? Comment je peux accéder à l'authenticité? Évidemment, ça pose des grandes questions. Donc voilà ce qu'on avait un peu envie de vous partager autour de ce facteur de conscience de soi comme prérequis, mais que nous, dans notre travail, on peut évidemment régulièrement updater, muscler par rapport au monde de l'émotion. Il y a Philippe qui me pose la question que signifient les chiffres à côté de chacun de ces critères. C'est en fait c'est les calculs des récurrences par l'outil d'analyse quantitative. On peut résumer Exactement. ça comme On ça. peut résumer comme ça. Et vous voyez, nous avons par exemple, vous dites, ah, 9 personnes, pourquoi il y a une récurrence de 20? En fait, c'est que c'est tellement important que les experts en ont parlé plusieurs fois, vous voyez, à plusieurs reprises. Et donc, c'est vraiment ces récurrences-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse parfois aussi, vous voyez, les méta-émotions plaisantes, il y en a très peu qui ont parlé, mais quand on y réfléchit, je vais y venir après, je vous tease un peu. C'est un facteur extrêmement intéressant. Alors, côté conscience de soi. Après, on a un autre grand facteur, c'est cet état d'esprit de grandir tout au long de la vie. Et c'est très intéressant, c'est cette ouverture et cette envie de s'auto-actualiser, de changer, de s'améliorer.
Et on voit que c'est un vrai état d'esprit facilitateur de l'acquisition de nouvelles compétences en intelligence émotionnelle. Et vous voyez, la curiosité revient, hein. C'est une émotion extrêmement phare de cet état d'esprit-là. Et nous, ce qu'on voit, si vous arrivez dans la première séance, ou le premier contact, à stimuler la curiosité, l'engagement, la profondeur du travail va être d'autant plus fort. Donc, il y a ici quelque chose de notre côté qu'on peut faire et en même temps, est-ce que la personne est ouverte au développement? Et je crois, on le dit jamais assez dans tous les métiers d'accompagnement, si la personne ne veut pas développer changer quelque chose, ce n'est pas la peine de démarrer un coaching. Vous Ce n'est voyez, pas le bon moment. ce n'est pas le bon moment. À ce moment, évidemment, peut-être c'est la peine plus tard, voilà, à un autre moment de sa vie, parce que peut-être c'est tellement de mouvements dans sa vie que s'il y a une zone à préserver, c'est celle-là. Il y a X mille raisons. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas cette envie-là, cette ouverture-là, attention, on n'y va pas à l'encontre. C'est une déontologie importante. Moi, je vais souligner aussi la partie ouverture à l'expérience. C'est un facteur qui sort dans la partie prête au changement, on va dire. Mm, C'est aussi un facteur très intéressant pour notre pratique d'accompagnant et des coachs, parce qu'il me semble que c'est intéressant de faire vivre un bout de l'expérience émotionnelle pendant nos accompagnements. On sait aussi que par ailleurs, côté thérapie, un des facteurs généraux de réussite des thérapies, c'est le facteur de transformation émotionnelle. Et donc, c'est ce côté vivre et revivre quelque mm, chose. Donc, ça peut être aussi pour nous un enseignement de se dire, OK, comment je peux cultiver cette ouverture mm, d'expérimenter les différentes choses et comment dans ma séance, il y a des micro-inclusions, de micro-capsules de cette expérience émotionnelle, ne mm, serait-ce que si on vit ensemble la fierté, qu'on a réussi à débugger quelque chose, ou mm. on vit ensemble la sérénité, l'harmonie du lien, mais qu'on souligne aussi ces moments d'expérimentation, ces micro-capsules Tout à fait. qui permettent à la personne, dans une situation très sécure entre nous, entre quatre yeux, de sentir, de vivre un peu cette expérience Mm. émotionnelle correctrice. Et donc de pouvoir transformer cette expérience vécue dans un moment donné, là, dans la séance d'accompagnement, En ou dans le opportunité. quotidien, dans les fonctionnements du Mm, quotidien, dans d'autres relations. Et ça entièrement. nous paraît aussi quelque chose d'utile à Mm, prendre et à réfléchir dans nos pratiques. entièrement, parce que ça combine la connaissance, l'expérience, et c'est quelque part au regard du théâtre de la personnalité que va jaillir du coup la compétence. Alors, j'ai vu du coup Rosen dans le chat. Tout dépend si la personne est à l'initiative du coaching ou si cela lui est imposé. C'est oui et non. Parce que on a aussi parfois des personnes qui viennent parce qu'ils veulent juste parler. Et elles viennent pas pour vraiment changer, développer quelque chose en profondeur. Il y a parfois, nous, on appelle ça parfois aussi des coachings de soutien où la personne, elle a vraiment un besoin d'être écoutée et ce n'est pas vraiment un travail en profondeur de développement, de challenger les compétences émotionnelles. Je parle pour le champ intelligence émotionnelle qui est notre expertise, hein. Mais attention à ça. Nous, quand on démarre les coachings, on dit aux personnes, c'est un coaching actif, c'est un coaching engageant. Il y a des tâches à intercession, ça va chambouler plein de choses et tout. Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Si c'est un coaching de soutien, c'est autre chose, vous voyez, ou un peu soutenir dans un moment difficile de la vie, on est sur un autre registre. Donc, même si la personne vient, parfois, cette nuance n'est pas si claire dans sa vision du monde. Donc peut-être juste un dernier point, parce que voilà, l'état d'esprit de grandir, vous voyez évidemment self-confidence, hein, ça c'est Bandura, le sentiment d'auto-efficacité extrêmement important, donc vous retrouvez d'autres facteurs, flexibilité cognitive, mais voilà, ça c'est l'état d'esprit de growth mindset. Avant de passer aux facteurs externes, parce que j'essaie de regarder l'heure aussi, on a les émotions méta, des émotions plaisantes méta. Alors,
On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y en a trois experts trois fois, ça a été vraiment mentionné. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cette capacité des personnes à se dire, même si je vis quelque chose de difficile, parce que soyons honnêtes, on est plutôt entre accompagnants, au fond, le développement personnel, ça craint un petit peu, hein. C'est pas un truc super confort qu'on traverse. Ça bouge, ça nous confronte, on se met en question. C'est quand même un truc qui est pas évident. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pointé qu'il y a des personnes qui, quand c'est ce moment-là, en fait, ils se disent, oui, mais je vais apprendre des choses, je vais grandir de ça, je vais être plus fort, plus agile, m'épanouir davantage dans mes relations. Vous voyez, ils ont des méta-émotions plaisantes, même dans les moments délicats et difficiles. Et ça, c'est un vrai facteur interne qui est une bonne prédisposition pour faire un travail en profondeur. Parce que du coup, ce travail en profondeur prend tout un autre sens. Vous voyez, je ne vais pas traverser les émotions difficiles parce que je les traverse comme je traverse un marasme, je crois en français, vous dites, vous voyez? Non, non, je les traverse parce que derrière, j'ai une vision, j'ai une amélioration. Et ça, c'est un vrai facteur. Et je crois, nous, en tant qu'accompagnants, on a aussi tout un tas d'outils pour agir à cet endroit-là. Alors, les facteurs internes, voilà, on pourrait en parler encore et encore. Et puis, je pense que vous avez d'autres idées qu'on pourrait rajouter et discuter. Notez-les, on garde le temps à la fin. Donc, prenons un temps pour parler des facteurs externes. Alors, c'est quoi ces fameux facteurs externes? Je crois le premier facteur cité, vous le voyez bien, hein, c'est la sécurité de l'environnement. Et je crois là, on a un vrai rôle à jouer parce que ça m'a remis, moi déjà aussi, l'importance quand je démarre un accompagnement de checker un peu l'environnement autour de la personne. Je le fais, je le sens intuitivement, mais moi, ça me l'a remis de le faire peut-être avec un peu plus de conscience. Vous voyez, les psychologues, on fait l'anamnèse, on check tout ça, mais dans le coaching, est-ce qu'on le fait aussi? En tous les cas, je trouve que c'est une piste intéressante. C'est quoi? Est-ce que l'environnement autour de la personne et sécure, permettant un développement, permettant de se réactualiser, de tester des nouvelles choses ou pas. Vous voyez, et c'est un vrai facteur. On a la validation émotionnelle. On a le côté du coup aussi des relations de confiance où je peux exprimer mes émotions. Parce que si on développe l'intelligence émotionnelle et la personne ne peut pas l'exporter dans l'environnement, vous voyez, parce qu'il y a du jugement partout, il y a un environnement toxique. En fait, ça va être compliqué de faire un travail en profondeur et en plus de l'exporter dans la vie du quotidien. On le voit parfaitement bien, ce que tu dis, par exemple, dans les thérapies des adolescents ou des enfants. Mm, S'il y a quelque chose qui va évoluer ou changer dans les comportements de l'enfant, mais qui requiert aussi l'acceptation ou l'évolution de l'environnement, et si la famille ou l'environnement familial n'est pas prêt à absorber ce changement, en fait, tout ce qui va être travaillé avec la psychologue bah, ne pourra pas s'actualiser, ne pourra tout pas à se fait. mettre en œuvre. Voire devient une injonction Tout à paradoxale. fait, Mm, voire peut empirer les choses. Et oui, l'autre parallèle, en fait, parce que là, c'est, on va dire, l'environnement familial ou la cellule un peu comme ça proche, mais c'est exactement un grand enseignement pour nous par rapport à nos environnements professionnels dans lesquels on intervient. mm, D'avoir aussi double regard, comme tu dis, quand mm, c'est la personne que j'accueille, je check le minimum son environnement de vie, mais mm, quand on intervient dans les entreprises, c'est aussi de poser ces questions, de se poser ces questions, de trouver le moyen de mm, comprendre est-ce qu'effectivement dans l'organisation, il y a cette sécurité de parler des tout à émotions. fait. Est-ce que exprimer son état émotionnel est OK? Est-ce Mm. que on peut, il y a déjà Comment sont traitées les parlé émotions émotion dans déplaisantes? notre Mm, formation? Est-ce que il y a vraiment la culture avec les valeurs humaines et cette question d'absence de mm, jugement? Donc ça, c'est quelque chose qui devient important, voire crucial, parce que mm. si, encore une fois, on a eu ces débats avec Lisa sur la question du recrutement, Tout à fait. est-ce qu'il faut recruter toujours les personnes émotionnellement intelligentes plus, plus, plus?
Et la réponse n'est pas vraiment toujours oui, parce que s'ils intègrent des environnements où la culture émotionnelle n'est pas suffisamment ancrée, développée, Voire suppression, hein, voire la valorisation, c'est le poker face, le still face, hein, la là, suppression de bah, l'émotion. ils risquent de perdre dans leur capacité émotionnelle parce qu'ils vont pas être travaillés, exercés et se Mm, sentir quelque part frustrés de mm, vivre dans cet environnement qui ne permet pas mm, l'expansion de leur potentiel. Donc c'est vraiment cette question de l'environnement, d'un côté, de le checker, de le vérifier. Et il y a une autre facette à ça, ce que tu disais déjà, mm, Lisa, c'est que parfois l'environnement à l'état, à l'instant T, va permettre le développement de 3 pas, mais peut-être pas de 5. Et que c'est important aussi à en tenir compte. On ne peut pas mm, proposer à une personne qui traverse une crise de vie personnelle, crise de vie professionnelle, crise de vie, je ne sais pas, sociale, mm, encore de tout chambouler dans le fonctionnement émotionnel. On a besoin aussi d'être quelque mm, part attentif et respectueux, que mm, si, je sais pas, exemple bête, si j'ai un tabouret déjà à 3 pieds et si je scie un pied et c'est reste que deux, bah mon ouais, tabouret il tout à risque quand fait. même de tomber. Donc Mm, quelque part c'est aussi cette prise en compte de mm, différentes sphères de vie. environnementales de vie de la personne et qu'elle Mm, s'exprime dans ces différentes sphères de vie et qu'en touchant à une, il y a des impacts positifs dans d'autres, mais on sait aussi que si les autres sphères mm, sont en difficulté majeure, on ne peut pas tout bouleverser d'un seul coup. Ce serait porter préjudice et déontologiquement, déontologiquement, mais aussi, mm, j'ai envie de dire, mm, au niveau des compétences, en fait. tout à On va fait. se disperser au lieu Mm, de traiter les choses essentielles. entièrement. Voilà, tout plein d'enseignements, en fait, Mm, de cette partie de sécurité environnemental. environnementale Mm, comme prérequis. entièrement. Et du coup, ce qui va un petit peu en miroir avec, c'est que on a aussi à notre disposition dans notre environnement des modèles en fait d'intelligence émotionnelle. Et ça, d'ailleurs, c'est une question intéressante qu'on peut poser aussi aux personnes qu'on accompagne. C'est est-ce qu'il y a des personnes, voilà, qui t'inspirent dans leur manière de gérer, promouvoir les émotions, que tu dirais qu'ils ont une forte intelligence émotionnelle? Et c'est vraiment intéressant de se poser cette question parce que parfois il y a l'admiration sur des modèles euh, Discutable. discutables d'un point de vue émotionnel. Vous voyez, voilà. Et qui n'alimentent pas toujours la sécurité environnementale d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment intéressant quand on fait du coaching de vie ou du coaching en entreprise, de poser cette question. Tiens, c'est quoi est-ce qu'il y a des personnes émotionnellement inspirantes autour de toi qui, selon toi, témoignent d'une intelligence élevée, émotionnelle élevée, et comment ils sont, c'est qui, etc. Et d'investiguer cette sphère comme facteur ressource pour nous, en fait, hein. Et ce qui est drôle dans ce facteur, qu'effectivement, ça rejoindra les proverbes que pour élever un enfant, il faut un village, ou quand Boris Cyrulnik, il dit que on a besoin de plusieurs tuteurs de résilience, que vous Mm, voyez que ce n'est pas, il n'y a pas une définition ou mm, prédéfinition, que si j'ai pas eu le modèle parental, mon développement des compétences émotionnelles va s'arrêter. ah, C'est vraiment cette rencontre mm, avec les différents tuteurs, leaders, collègues, qui eux, ils m'inspirent par leur attitude envers les émotions, par leur mm, manière de les exprimer, les gérer, les utiliser dans mm, les bienfaits. c'est Donc ça. ça reste large. Et du Mm, coup, nous, en tant qu'accompagnants, qu'on le veuille ou non, on joue aussi ce rôle de modèle émotionnel par la manière comment on gère la séance, par la manière comment on traite, je sais pas, les 5 minutes de retard de la personne. Est-ce qu'on la propulse dans la honte, dans la culpabilité, ou est-ce ou qu'on un abaisse problème, le ouais, niveau c'est de ça. stress qu'elle a Ouais. déjà par ailleurs parce qu'elle a 5 minutes de retard? Parce que tous ces petits moments aussi sont modélisants et d'autant plus que si on accompagne en intelligence émotionnelle, on est regardé par nos clients par rapport à cette réponse modélisante. Mm.
Donc, importance, parfois Tout à fait. on le dit dans nos parcours, et Mm, parfois c'est aussi un peu notre difficulté de présenter les parcours de professionnalisation des accompagnants, parce que les gens vont dire, ouais, mais c'est encore du développement personnel. Oui, et non, parce qu'effectivement, un mm, professionnel de l'intelligence émotionnelle, un thérapeute centré émotion, il a besoin aussi de travailler ses émotions, il a besoin aussi d'être au clair avec son fonctionnement émotionnel, mm, et ce n'est pas du développement personnel, c'est mm, vraiment de la mm, professionnalisation, c'est entièrement. l'acquisition des compétences et de niveau de maturité nécessaires Mm, pour être bien dans ce rôle et pour exercer ce métier plutôt avec mm. plaisir qu'avec crainte ou Et frustration. entièrement, et aussi avec, j'ai envie de dire, compétence, parce que rappelons-nous quand même, la base de l'accompagnement, c'est à un moment, nous, on prête notre appareil psychique qui a ingurgité des théories, des modèles, à l'autre pour l'aider à décoder ce qu'il vit. Donc, c'est un sacré exercice parce que ça suppose que je fais silence en moi et je prête tous ces outils-là vides de mon propre contenu. Et donc, si je suis pas vraiment au clair avec mes propres émotions et pacifiée, ça pose une complication. Un Peut-être micro dernier clin point, un d'œil, micro oui. clin d'œil sur le feedback. Évidemment, c'est extrêmement intéressant d'avoir une culture de feedback. Ah oui, là, tiens, comment ça s'est passé? Je fais un feedback constructif sur ce qui est plaisant, déplaisant. Et ça, avoir cette capacité est un vrai facteur de développement, hein. Et moi, j'ai envie de dire aussi, tu vois, c'est la joie presque d'aller dans les organisations qui développent cette culture de Mais feedback oui. avec, je sais pas, divers outils variés. Pour Mm, moi, c'est aussi ce que je retiens, que si mm. une organisation nous dit, ah, on travaille sur la culture du Ouais, feedback, je fais, yes, j'ai un très bien. facteur Oui. externe Mm, qui va être un bon terreau mm. pour après travailler avec l'intelligence Ouais. émotionnelle. Et vous voyez, c'est hyper important parce que là, on a été cette semaine dans une équipe et en fait, on voit que quand à un moment, il y a un manager qui punit la culture du feedback, hein, critique, qu'est-ce que les personnes osent même plus dire, bah, cette manière de travailler ne me convient pas ou ah, j'ai une idée ou ah, et il y a vraiment un effet très, très délétère du coup, si on n'a pas cette culture du feedback constructif et qui vise à faire grandir, même s'il est critique, dans les collectifs, que ce soit dans la vie ou en entreprise. Bon, un petit clin d'œil Sur les sur événements, les événements de vie. oui. Juste de dire que c'est vrai que parfois dans la recherche, on rencontre ce côté que Mm, souvent les événements de la vie peuvent jouer ce facteur catalyseur et propulser nos compétences émotionnelles à un autre niveau. Donc on le retrouve ici dans les facteurs bien sûr. externes aussi cités. Mm, Donc voilà, c'est aussi pour nous de ne pas oublier que une crise, c'est une opportunité, tout à c'est fait. une fenêtre ouverte vers d'autres compétences, vers quelque chose Mm, qui va pouvoir grandir et peut-être transmettre en partie cette croyance à nos mm, coachés accompagnés. Même si le vécu est difficile, c'est les apprentissages. Ça mm. rejoint un peu ce côté pouvoir transformer le difficile en métacompétence, Méta-émotion méta-émotion plaisante. plaisante pour en fait En traiter, MEP, méta-émotion si plaisante. tu Mm, veux pour transformer les événements difficiles de la vie en toujours mm, opportunité d'apprentissage, toujours opportunité de grandir mm, et de les remouliner aussi émotionnellement. mm. Ça a son sens. Entièrement. Alors après, attention, ça ouvre évidemment tout le champ vers les traumas, tout ça. Attention, hein, les processus de résilience et tout, c'est pas une mince affaire, mais on sait que ça peut être un facteur où un avant et il y a un avant et un après dans le fonctionnement émotionnel. Oui, avec toute la précaution que Oui, chacun et chacune de nous s'occupera de la partie qui lui appartient, revient, appartient, exactement. et dans le champ de compétences et dans Hmm, les fiertés de nos expertises et l'humilité de nos limites. entièrement. Allez. Travailler en équipe. On le dit jamais assez. Je trouve le coaching, malheureusement, souvent, c'est mono, hein, c'est Mm. un coach. Mais on atteint aussi d'autres stades si parfois, du coup, on travaille en collaboration avec un thérapeute, un ostéokiné, je sais pas, un nutritionniste.
vraiment en équipe, hein. Et il Mm, y a par ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai aussi qu'on connaît maintenant les nouvelles pratiques naissantes quand il y mm, a aussi des regards c'est double ça, coach tout ou, à fait. coach thérapeute. Donc c'est vrai que c'est des pratiques au regard des crises de vie qui peuvent être très intéressantes et multidisciplinaires. Bon, les freins. Oui, les freins, et en fait, je me rends compte que j'ai pas marqué les challenges parce qu'en fait, c'est des challenges plus que vraiment des freins si on regarde les différents facteurs. J'aurais envie de dire, par exemple, il y a marqué la santé mentale. Nous, on a des psychologues, Hmm. neuro, Scientifique, qui nous ont professeur. contactés par rapport au TSA, donc c'est les troubles spectre autistiques. Et avec la rééducation émotionnelle, il y a vraiment des super résultats. Donc là, on n'est peut-être pas dans du coaching ou je sais pas, c'est une autre forme, j'ai envie de dire, parce qu'on fait de la rééducation, on fait vraiment de l'entraînement, de l'émo-éducation. Donc, on peut faire énormément de choses. On a aussi des résultats sur tout ce qui est, par exemple, ici, les cognitive motivational barriers, hein. Quand on n'a pas assez de connaissances sur le monde des émotions, bah, développer l'intelligence émotionnelle, nous, on adore la bibliothérapie. On leur dit, vas-y, tel livre, tel article, va chercher sur Internet. Pose la question à Puis, ChatGPT. par contre, tu demandes à Chat de te donner les références scientifiques avec. Donc, on a une version un peu upgradée des retours qu'ils nous donnent. Donc, voilà, nous, on défend aussi cette idée qu'on prend la personne, si elle vient, c'est déjà énorme, et on la prend là où elle est, et à nous de voir le chemin avec elle qu'on peut prendre. Donc, c'est peut-être plus des points de vigilance, c'est peut-être des challenges à relever. Il y a aussi le challenge, vous voyez, le dernier, certaines émotions. On a certaines émotions qui compliquent le travail des compétences émotionnelles. Pourquoi? Si par exemple, à chaque fois, je me rends compte que je ne sais pas faire une chose et que je suis un peu incompétente, hein, c'est si j'expérimente de la honte, un shame, ça va être délicat d'avancer. Parce que chaque fois, on découvre que la personne ne sait pas faire quelque chose. Au lieu de se dire, waouh, je ne sais pas faire ça, comment je le développe, elle tombe dans cette honte. Et du coup, là, évidemment, il y a déjà à désamorcer cette émotion-là, de peut-être remodifier l'idéal, parce que la honte, elle parle, c'est quoi l'idéal de l'être? Et peut-être c'est pas l'idéal d'être de tout savoir, mais l'idéal d'être, d'aller à la rencontre des zones à développer. Je sais pas, vous voyez, parfois du coup on a besoin déjà de désamorcer certaines émotions spécifiques que la personne peut avoir pour pouvoir ensuite engager un travail en profondeur de l'intelligence émotionnelle, d'agiliser ce process, de transmettre déjà ce process aussi, hein, parce que vous savez, l'intelligence émotionnelle, c'est séquentiel, c'est un traitement séquentiel de l'information émotionnelle pour en faire une opportunité, hein, du coup, d'aller à la rencontre de ce process. Parfois, on doit déjà désamorcer certaines choses. Bon, il y a bien entendu cette question de la santé mentale et qui est une question importante maintenant de plus en plus Mm. pour nous les accompagnants. Certes, C'est voilà, on important. a nos niveaux, on a nos spécialisations, mais ce qui l'expérience nous apprend, et c'est ça ce qu'on a envie de vous partager, c'est que nous, l'idée, c'est quand même qu'on se retrouve face aux signaux faibles Mm. et qu'on sait anticiper s'il y a quelque chose qui commence à plonger. Et on sait maintenant, et c'est ce qu'on partage, et ce qu'on travaille avec les professionnels qui sont en lien avec nous, c'est quoi un peu ces signaux faibles et c'est quoi les dynamiques émotionnelles toutes particulières, toutes spécifiques Mm. qui nous disent que bah il y a un souci de santé et que peut-être juste le coaching ou développement personnel ne suffira pas. Mm. Et vous voyez, c'est un peu un principe peut-être bête, mais en même temps tout plein de bon sens, que si je détecte vraiment des zones de telle fragilité chez la personne, est-ce que c'est pas la question du curatif avant, Mm. du soin, j'ai envie de dire, du soin en santé mentale, et puis une question de développement. Mm. Euh,
Dans un second temps. Vous voyez, là, moi, j'accompagne une personne, elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression, donc c'est un peu comorbidité. Ça fait 2 ans d'antidépresseurs, suivi avec un psychiatre et tout. Et je fais avec elle de l'hygiène de vie émotionnelle. On remet un peu les émotions plaisantes, des choses comme ça. Et là, ça fait 3, 4 séances. Et là, avant, elle arrivait même pas à se rappeler d'une séance à l'autre. Elle me dit, mais c'était quoi encore les 3 choses pour identifier l'émotion? Vous voyez, c'était et c'était difficile parce que les fonctions cognitives ont flanché, sa capacité à mémoriser difficile, l'effet des antidépresseurs. Et du coup, voilà, on a commencé déjà à remettre un peu plus d'émotions plaisantes, de vitalité en fait, hein, parce que l'émotion plaisante nourrit la vitalité. Et là, on arrive maintenant après, voilà, 4e séance. 5e, on commence à pouvoir travailler différemment parce que elle a récupéré de la vitalité, de l'énergie, elle a récupéré du fonctionnement cognitif, etc. Donc, vous voyez, c'est plus côté challenge. Anna, par exemple, elle travaille aussi avec les borderline, qu'elle travaille avec l'intelligence émotionnelle qui l'aide en fait à anticiper les crises et tout, et du coup à mettre en place des régulateurs. Mais voilà, c'est du coup pas forcément le même travail. Ça marche. Donc, l'intelligence émotionnelle apporte énormément de choses. J'ai aussi déjà accompagné des alexithymiques avec la rééducation émotionnelle, mais on fait de la rééducation. Mime devant le miroir, le visage de la joie pour apprendre comment le exprimer, etc. Vous voyez? Donc, on trouve des chemins comme ça et on les co-construit, mais voilà, c'est des cas de figure particuliers. Et je pense que ce qui va revenir, peut-être Il y en l'idée a encore une, principale oui. sur ces freins individuels, c'est vraiment notre curiosité de la personne, de son Mm, fonctionnement, mm, pour pouvoir les identifier, pour tout à pouvoir fait. en fait vraiment la rencontrer dans toutes ses facettes, que ce Mm, soit les émotions qui lui posent problème ou s'il y a des pépins de santé ou mm, manque de connaissances, pour après en fait organiser et personnaliser nos démarches d'accompagnement à ce qu'elle mm, est, tout simplement. entièrement. Voilà. Mm. Et Entièrement. Et du coup, vous voyez, on a parlé de ce facteur de awareness qui est un vrai facteur, hein. C'est ce qui rend nos accompagnements tellement fatigants en tant qu'accompagnants aussi, parce qu'on est constamment en méta à se poser, mais elle est où? C'est quoi cette dynamique? Ça fonctionne comment? Etc. De partager ensuite sous formulation de cas, en fait, hein, de dynamique ce cas avec notre client pour mettre en place du sur-mesure. Alors juste, et je vois l'heure pour garder encore le temps d'avoir 2, 3 questions, réponses. Les freins sociaux environnementaux. On en a déjà parlé de l'environnement émotionnellement inhibant. Donc attention vraiment à ça parce que du coup, il y aura un mismatch environnement-personne. Et rappelez-vous toujours la définition de l'intelligence de Sternberg qui dit c'est la capacité à m'adapter, à modifier l'environnement pour que l'adaptation réussisse, mais parfois c'est aussi changer l'environnement. Et donc, quand l'environnement est émotionnellement inhibant, bah, à un moment, cette question va se poser. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait ouais, quand même des points d'appui. Donc, ce n'est pas toujours possible. et on retrouve dans ces facteurs, ce qui est drôle, on retrouve les facteurs, j'ai envie de dire, classiques des études de qualité de vie au travail dans les organisations, Mm. comme on retrouve aussi des facteurs tout à fait récents, comme overload par les médias, par Les réseaux les sociaux. réseaux, qui font en fait qu'à la fin, ça devient un environnement Mm. émotionnellement inhibant où en fait ma Tout à fait. pensée émotionnelle est inhibée et Mm. je peux pas la développer ou l'ouvrir. Mm. Et c'est pas que la toxicité en fait, où parfois on dit voilà les salcons selon Sutton, qui vont faire C'est que ça. l'environnement va pas me permettre de fleurir. Donc c'est très intéressant de prêter attention à ces Mm. différents facteurs et de les ouvrir en plus Tout à comme fait. un éventail. Et du coup, il y a quelque chose aussi que je vais ajouter là-dessus parce que euh, il y a eu un post qui m'a interpellée que j'ai lu hier ou aujourd'hui, je sais plus, où c'était une personne qui avait une personne qui l'a contactée pour un accompagnement et après échange, elle a dit finalement, c'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi.
Ah, j'ai trop de pression, trop de charges, trop de trucs en ce moment. Et l'accompagnante disait qu'elle a été triste et attristée et triste pour la personne. Et en fait, je trouve c'est émotionnellement. Moi, je suis plutôt euh, fière des personnes qui disent ce n'est pas le bon moment. Parce qu'en fait, nous, on risque de mettre des choses en mouvement qu'elle ne pourra pas absorber à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment important de respecter le temps de l'individu et de garder ses confiances en la personne, en ses ressources. Si c'est ça aujourd'hui qui est important et qui la garde dans la stabilité, c'est OK. Et si on ne présage de rien de demain et on a cette confiance fondamentale rogérienne que toute personne a en elle toutes les ressources pour réussir sa vie. Et donc voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. Se pose la question des rôles de l'accompagnant. Je pense qu'on l'a discuté tout au long. Et du coup, gardons plutôt ce temps pour un temps questions-réponses, si vous avez des questions. Et j'espère bien.